Alors franchement, on peut dire qu'il se passe un truc. Il y a quelque chose d'étrange. En l'espace de quelques heures, tu as Bitcoin qui explose, des centaines de millions de dollars qui sont liquidés, et en parallèle, les marchés traditionnels qui enchaînent record sur record. Tout monte, tout le monde semble confiant. Mais est-ce que c'est vraiment sain ou est-ce que c'est justement à ce moment-là que ça devient dangereux? Les marchés semblent davantage dans la réaction que dans une réelle direction. Réaction à toutes les news, toutes les communications autour de l'Iran, des États-Unis ou encore du pétrole. Alors on va analyser tout ça aujourd'hui. Dans cette vidéo peut être un petit peu plus longue que d'habitude, avec beaucoup de data très intéressantes sur les marchés traditionnels, les marchés crypto, le comportement des retail et des fonds d'investissement, et tu vas voir qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur la suite des événements. Et bien entendu, on fera aussi un point sur la situation au Moyen-Orient, parce qu'il y a aussi à ce niveau-là pas mal de choses à dire. 526 millions de dollars de positions courtes sur Bitcoin ont été liquidés en 24 heures. Bitcoin a bondi de 74 000 dollars à 78 000 dollars, et ce mouvement a emporté toutes les marques de ce que l'on appelle un short squeeze. À 13h UTC hier, le marché a absorbé un pic unique de liquidation de 357 millions de dollars de positions courtes. C'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qu'il faut absolument souligner. Et la leçon à retenir de tout ça, eh bien, c'est que ce rallye a été amplifié non pas par une demande exceptionnelle, mais par la clôture forcée de positions baissières, de positions short. Ce dont on a déjà parlé ici plusieurs fois sur la chaîne. Et ça compte comme un short squeeze parce que ça peut accélérer le prix très rapidement, mais en soi, ça ne confirme pas une demande spot, une demande réelle de Bitcoin. Alors je reviendrai un petit peu plus tard sur Bitcoin, mais c'était déjà pour cadrer un petit peu l'ambiance de cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à te partager, beaucoup d'informations, beaucoup de data qui rejoignent un petit peu ce sentiment d'euphorie. Avant d'enchaîner sur le marché traditionnel, je me présente, je m'appelle Sylvain. Tu es ici sur Objectif Lune, on parle de macroéconomie, de géopolitique, de crypto-monnaie. Alors si ces sujets-là t'intéressent, je t'invite à t'abonner par ici, activer la petite cloche des notifications et puis bien entendu like cette vidéo, c'est hyper important pour nous, ça nous soutient énormément et je t'en remercie. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que l'euphorie est de retour? Alors sur les marchés traditionnels, notamment sur le S&P 500 qui a clôturé en hausse, un nouveau plus haut à 7126 points, un record historique, eh bien il semblerait que ce soit le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'indice affiche 13 journées de hausse consécutives. La petite bougie rouge que tu vois, c'est simplement parce qu'on a clôturé en dessous du prix d'ouverture ce jour-là, mais entre la veille et le jour en question, on a bien une hausse sur le S&P 500. Et pour le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Il a clôturé hier à 24 468 points, un nouveau record historique. Et surtout, là aussi, sa 13e séance de hausse consécutive, c'est-à-dire la plus longue série positive depuis 1992. Alors ce genre de mouvement, ce genre de comportement doit absolument t'interpeller. Si tu souhaites quelque peu investir, que ce soit en crypto ou sur les marchés traditionnels, en général, ça doit allumer chez toi une lumière rouge-orange. Même si tu es ici, peut-être que tu es ici simplement pour comprendre comment tout cela fonctionne, même si tu es ici juste par curiosité, tu vas voir que ça, ce genre de comportement-là, ce genre de mouvement, c'est hyper important de bien le comprendre. Parce que ce genre de mouvement reflète souvent une réaction du marché à un événement particulier ou à une succession d'événements. Et quand on regarde cette data-là, les valeurs boursières plébiscitées par les particuliers sont en passe de connaître leur meilleur mois depuis 2020 par rapport aux titres privilégiés par les fonds communs de placement. On va éclaircir tout ça, là ici aussi c'est hyper important. Ça veut dire que les débutants, les investisseurs qui sont non éduqués sont de retour sur les marchés. On parle ici uniquement de marché traditionnel, mais tu vas voir que sur Bitcoin c'est à peu près la même chose. Cet indicateur mesure la différence de performance entre les paniers d'actions préférés par les investisseurs individuels, ce que l'on appelle les retail, et les actions détenues par les grands fonds communs de placement. Donc en ce moment, ce que tu vois sur la dernière barre, c'est que les choix des retail sont en train de surperformer les choix des institutionnels de manière très significative. Une valeur qu'on n'avait pas vue donc depuis 2020 et la crise Covid, cette fameuse période où tout le monde était devant son ordinateur en train de chercher des solutions pour gagner de l'argent sur Internet, que ce soit en bourse, en crypto, et tout ça en restant en calbute devant son ordi. Pour faire simple, quand on a une situation comme ça, c'est que les retail reviennent en masse sur les marchés, ce qui est plutôt intéressant parce que ça pousse les marchés vers le haut.
Mais l'écart, comme il est actuellement important, eh bien, ça doit être un signal qui nous indique que de l'autre côté, les groupes financiers, les cols blancs, la smart money, tu les appelles un petit peu comme tu veux, eh bien, tous ces gens-là sont en train de décharger leur position sur ces fameux retail. En fait, ils profitent de l'euphorie ambiance des débutants pour sortir du marché. Ça, c'est ce qui est écrit là, sous nos yeux, sur ce graphique-là. Alors, pas de panique, ne va pas vendre tes actions Total ou Coca-Cola demain, mais à l'heure actuelle, on le sait, on va vers une crise inflationniste à cause de ce qui s'est passé au Moyen-Orient, entre autres. Alors si la situation ne se détend pas vraiment, eh bien ça peut être encore pire. Ça prendra du temps, en tous les cas, ça nous pend au nez. Ce qui me permet d'enchaîner sur la situation au Moyen-Orient. Demain, on devrait avoir une reprise des négociations. Le problème, eh bien, c'est qu'on ne sait pas toujours vraiment qui parle avec qui. Hier, Sayed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères d'Iran, a annoncé que le détroit était à nouveau ouvert. Ceci avant l'ouverture des marchés financiers. On en a parlé dans la vidéo d'hier. À la suite de ça, le pétrole a baissé, le Nasdaq est reparti à la hausse, retour de l'euphorie, comme on vient de le voir. Bref, que du bonheur, Trump qui se félicite de tout ça, tout va très bien. Mais plus tard dans la soirée, un petit peu plus tard dans la soirée, un autre personnage, là pour le coup c'est le président du Parlement iranien, Ghalibaf, qui a déclaré que le président des États-Unis a avancé 7 allégations en 1 heure et que chacune de ces 7 allégations sont mensongères. Il dit que les États-Unis n'ont pas remporté la victoire dans la guerre et qu'ils n'y parviendront pas, certainement pas non plus via des négociations. Il affirme qu'avec la poursuite du blocus américain, le détroit d'Ormuz ne sera pas ouvert. Information confirmée ce matin, je voulais partager sur le canal Telegram gratuit pour rappel. Je te laisse le lien en description de la vidéo, j'y partage des informations de manière plus spontanée, c'est un petit peu plus pratique que YouTube. Donc Ghalibaf répond également à une question qu'on se posait tous hier, la navigation dans le détroit d'Ormuz se fera donc selon le corridor désigné et avec l'autorisation de l'Iran. Puis il attaque Trump et quelques-uns des membres du gouvernement iranien en disant que l'état d'ouverture ou de fermeture du détroit et les réglementations qui le régissent seront déterminés par le champ de bataille et non par les réseaux sociaux. Que la guerre médiatique et l'ingénierie des opinions publiques constituent une partie importante de la guerre et la nation iranienne n'est pas influencée par toutes ces tromperies-là. Lisez les nouvelles réelles et précises sur les négociations dans l'interview récente du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Les négociations qui donc devraient reprendre demain semblent d'ores et déjà plutôt compliquées. Et donc un petit peu plus tard dans la soirée, une autre personne, encore une fois, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaël Baghei. Donc le ministère des Affaires étrangères, c'est celui qui a annoncé hier l'ouverture du détroit d'Ormuz. Il faut essayer de suivre, c'est pas tout à fait simple. Donc son porte-parole a affirmé que les États-Unis n'aboutiront certainement à rien dans les négociations, citant des problèmes comme le soulagement des sanctions et les réparations de guerre toujours non résolues. Il a également déclaré que l'uranium enrichi de l'Iran ne sera pas transféré nulle part, et ceci dans aucune circonstance. Puis il est revenu sur un point important, la fameuse réouverture du détroit d'Ormuz qui n'est que pour la durée du cessez-le-feu. Cessez-le-feu qui prend fin le 22 avril, je te rappelle. Et que si le blocus se poursuit, eh bien le détroit ne restera pas ouvert. Comme je te le disais il y a une minute, le blocus a été confirmé ce matin et donc le détroit refermé ce matin. De leur côté, les responsables américains admettent qu'il n'y a pas d'accord sur les termes d'enrichissement. Les États-Unis voulaient que l'Iran débloque Hormuz pour se rasseoir à la table des négociations, ça a été chose faite. Désormais, l'Iran a listé la compensation pour les dommages de guerre et exige la libération des avoirs gelés à l'étranger comme priorité absolue dans toute négociation. Donc l'Iran fait un pas en avant, les États-Unis ont peut-être un petit peu crié trop vite victoire. Une fois de plus, on assiste à une guerre des nerfs via communication interposée. Mais une chose est sûre, l'Iran ne semble pas vouloir reprendre les négociations avant même que les États-Unis aient lâché quelque chose de significatif. Et là, on parle en l'occurrence de la libération de ces fameux avoirs gelés. Les dirigeants iraniens affirment ce matin qu'il reste des différences significatives en termes de négociations. Et puis alors au milieu de tout ça, il y a les leaders islamiques et les gardiens de la révolution qui restent étonnamment silencieux, on va dire plutôt en retrait. Pourtant, on le sait, c'est de ce côté-là que le pouvoir décisionnaire, le pouvoir militaire se situe. Et selon Al Jazeera, le détroit d'Ormuz a retrouvé la situation qui prévalait avant le cessez-le-feu. Il est désormais sous le contrôle strict du corps des gardiens de la révolution islamique
et il restera jusqu'à ce que les États-Unis lèvent leur blocus. Bref, tu le vois, ça fait beaucoup de têtes qui essaient de négocier un petit peu dans tous les sens. Et ça, c'est pas hyper clair, c'est pas hyper sain non plus. Il semblerait que hier, dans la soirée, plusieurs bateaux aient fait demi-tour. Quand on regarde ce matin sur le flux maritime, on voit qu'il y a tout de même quelques bateaux qui essaient de traverser. À ce stade, il est difficile de dire qui bluffe. Mais la réalité, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le détroit est réellement ouvert? Il semblerait, est-ce que le trafic est au retour à la normale? Pour l'instant, ça semble difficile à dire. On a encore beaucoup de pétroliers qui sont coincés dans le Golfe. Et pour rappel, tous ces pétroliers-là sont bloqués depuis au moins le 28 février. Donc ça, à un moment ou à un autre, ça va forcément peser sur l'économie. C'est une situation qui ne promet pas de se résorber dans les 5 minutes. Surtout que, comme je te le disais, eh bien, tout ça se passe entre plusieurs pouvoirs finalement, du côté de l'Iran, des États-Unis, et au milieu, il y a aussi le Pakistan qui essaie de réguler un petit peu tout ça. Donc ce cessez-le-feu, eh bien, on pourrait penser qu'il ressemble de plus en plus à une pause tactique. Après une première mi-temps où chacun a eu son lot de victoires et son lot de défaites, on peut penser que le round d'observation permet à chacun des deux camps de faire avancer certains pions, qu'ils soient stratégiques ou militaires. Et là, il faudra faire très attention à la réaction des marchés dans les prochains jours. Ce regain de tension est arrivé après la clôture des marchés. Le même jour où le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets. Le même jour où le pétrole s'est effondré de plus de 11%. Donc attention ce lundi à l'ouverture. Attention à l'ouverture des marchés futurs demain soir. Si jamais le pétrole repart à la hausse demain soir, eh bien, quelque part, ça ne sentira pas super bon pour la suite. Alors, si on s'intéresse un petit peu davantage à notre cher Bitcoin, il y a pas mal de choses à dire. Ça a enfin bougé. En quelque sorte, on peut dire qu'on a eu un petit peu de volatilité. C'est pas non plus foufou, mais comme je te le disais en début de vidéo, 526 millions de dollars liquidés en 24 heures, c'est tout de même significatif. On a donc eu notre fameux short squeeze dont on parle depuis quelques temps. Il est peut-être même toujours en cours. Mais si on a un short squeeze sur les marchés, on peut avoir exactement l'effet inverse. Un long squeeze, c'est-à-dire une liquidation en cascade des positions longues, des positions acheteuses à effet de levier. Et regarde le graphique de ces derniers jours, c'est totalement inversé. La liquidité se situe désormais à gauche, chez les longues. Il suffirait donc que Bitcoin baisse un petit peu pour entraîner une réaction en chaîne à la baisse. Exactement l'effet inverse d'un short squeeze que l'on appelle un long squeeze. Les traders sont en train de charger le marché. On a eu un retour significatif des positions à effet de levier, ce qui devrait nous conduire vers davantage de volatilité. La volatilité, ça veut dire que le mouvement est désordonné. Donc attention, même si, eh bien, on devrait arriver à la suite de tout ça à sortir une direction. Maintenant, regardons cette autre data, l'open interest, l'intérêt ouvert, c'est-à-dire la quantité de positions à effet de levier qui sont ouvertes. Un peu à l'image de ce qui se passe sur les marchés traditionnels quand on a l'euphorie. Ce qu'il faut regarder ici, c'est la gueule, c'est un petit peu l'orientation de la courbe. On note donc une accélération très nette sur l'open interest, beaucoup plus nette que sur le prix du Bitcoin. La courbe de l'open interest prend une tournure nettement plus verticale que Bitcoin. Et ça, c'est significatif d'un excès d'euphorie. En général, quand ça part comme ça va pas bien. À chaque fois, on a un emballement généralisé et on finit par être puni. Pour enchaîner avec ces informations-là, on va jeter un œil au RSI. Le RSI, c'est ce que tu vois en bas de ce graphique. Le RSI qui flirte avec sa zone de surachat. Ce qui signifie qu'on a un épuisement des acheteurs. Quelque part, le prix est en train de culminer. Sur les 7 dernières fois, avec plus ou moins de délai à la suite de ça, je te laisse observer ce qui s'est passé. On est passé d'un short squeeze à un long squeeze. Une autre data, toujours aussi importante, en noir le prix du Bitcoin. Tu sais qu'ici, on croise les datas pour essayer d'avoir une orientation globale. Donc en violet, tu as le prix réalisé du Bitcoin pour les détenteurs de 1 à 3 mois. C'est-à-dire ce que l'on appelle les short-term holders. Et en bleu, pour les détenteurs de 18 mois à 2 ans, qu'on considère ici comme des détenteurs long terme. La courbe bleue, donc les détenteurs à long terme, ont défendu le prix lors de la baisse du début février. La courbe bleue qui a quelque part soutenu le cours. On peut supposer qu'à cet endroit-là, eh bien, les détenteurs, arrivés à leur prix d'achat moyen, ont soutenu le cours par de nouveaux achats. En général, ces détenteurs à long terme ont un mindset différent des détenteurs court terme. Ils ont une vision plus long terme. Ils ne sont pas pressés, moins impactés émotionnellement par la volatilité du Bitcoin. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on bute ou on est en train de buter contre le prix moyen d'achat des détenteurs court terme. Ce qui peut
Ce qui peut vouloir dire que sur ces niveaux-là, eh bien, les détenteurs court terme qui ont eux moins l'habitude, on va dire, qui seraient tentés de vendre, maintenant tentés de sortir en hurlant que la crypto c'est pas bien parce qu'ils ont subi toute la baisse. Donc ils hurlent que la crypto c'est pas bien, qu'ils s'en vont à jamais, ils sortent donc à leur point d'équilibre. C'est une possibilité, je ne te dis pas qu'ils vont réagir comme ça, mais souvent c'est ce qui se passe sur ces niveaux-là. Tant que les détenteurs long terme ne reprennent pas la main de manière solide, eh bien les court termes ne restent pas sur Bitcoin. Ils voient Bitcoin repasser au-dessus de leur prix d'achat et ils sont contents. Et en général, dès que ça repart à la baisse à nouveau, ils sortent de peur de se faire piéger une nouvelle fois. Et ça, eh bien, ça rejoint la vidéo d'hier. Si tu l'as suivi, tu connais l'importance de la zone actuelle, la zone des 80-85 000 $. Au passage, si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, c'est certainement que tu n'es pas abonné. Alors profites-en pour le faire par ici, active la petite cloche des notifications et puis like si tu apprécies cette vidéo, ça nous soutient énormément et je t'en remercie. Une dernière data pour être parfaitement complet, ce que l'on appelle le Bitcoin Price Momentum. Le mouvement précédent, on a noté quelque part un allumage raté, un élan qui était plutôt faible, assez poussif. Le mouvement actuel, c'est un allumage réussi et donc là on a un élan qui est un petit peu plus complet. Complet, ce mot est important. Ce changement valide donc la seconde vague d'impulsion et explique pourquoi Bitcoin balaye maintenant les positions courtes. En fait, pourquoi on a ce fameux short squeeze. Mais structurellement parlant, c'est aussi ici que l'euphorie commence à apparaître, que le surachat se fait sentir. En gros, on entre dans une zone de surchauffe. Et souviens-toi ce que je t'ai dit en début de vidéo à propos des marchés traditionnels, les fonds d'investissement seraient en train de préparer leur sortie, si ce n'est pas déjà le cas. Ici, tu le vois clairement, lorsqu'on passe le point zéro, on entre dans une phase haussière. Lorsqu'on arrive ensuite sur les 1 tout en haut, eh bien tu vois qu'on ne peut pas continuer éternellement. Il faut en minima reprendre notre souffle. On peut plafonner un petit peu, comme au mois de mai l'année dernière, mais à court terme, on a de toute façon besoin de souffler un petit peu. Reste à connaître maintenant l'ampleur de la future respiration sur Bitcoin. Alors pour ma part, et en conclusion de cette vidéo, je continue d'être baissier. Je vois déjà quelques vidéos, quelques posts, quelques collègues youtubeurs revenir doucement sur la pointe des pieds en nous disant que ça y est, le bear market est terminé, qu'on repart à la hausse, que tout va bien. Alors pour toutes ces raisons qu'on vient d'évoquer, pour ma part, je reste prudent, je reste très prudent et baissier à moyen terme. Sur le long terme, pour Bitcoin, c'est une autre histoire. On sait que Bitcoin finira de toute façon par remonter. Tout est une question d'horizon de temps. Alors quand tout le monde commence à être totalement confiant, comme c'est le cas actuellement, que ça monte facilement, c'est souvent précisément à ce moment-là que le marché devient le plus piégeux. Tout le monde veut attraper ce fameux point bas. Et ceux qui ont chargé aujourd'hui sur les 60 000 $ se disent « bonne maison, on va repartir ». Sauf que tout le monde veut que ce point bas soit le plus tôt possible dans le cycle. Mais le marché a besoin de temps, le marché a besoin de structure et le marché n'a pas besoin de réagir vis-à-vis de certaines situations géopolitiques. Bien sûr que ça influe, mais ça influe uniquement sur le court terme. Prends du recul, ne te laisse pas emporter par l'euphorie ambiante. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à te partager ce contenu. C'est beaucoup de travail. Merci à tous ceux qui nous soutiennent avec vos commentaires. On a des commentaires extraordinaires ces derniers temps. Franchement, ça fait très plaisir. Pense une dernière fois à liker cette vidéo pour lui donner de la force. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!